Et donc, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Bien qu'étant pas sur place, je souhaite être présent, notamment pour la présentatrice, Dr Charlotte Bouvy, candidate spécialiste en médecine interne, actuellement en médecine interne à Braine, et qui va nous présenter un cas particulièrement instructif, je pense, qui va susciter la discussion. Donc, notre patiente se présente début janvier avec une toux récalcitrante qui finalement dure depuis le mois de novembre. C'était d'abord une toux plutôt sèche, puis ensuite elle a présenté des expectorations jaunâtres. Elle se plaint aussi de douleurs costales droites depuis le mois de décembre qui sont exacerbées aux efforts de toux et à la mobilisation. Elle a une sensation un peu fébrile, mais elle n'a pas mesuré sa température. Elle présente une forte fatigue depuis le mois de novembre. Il n'y a pas de notion de perte de poids. Et elle a reçu de mi-novembre à mi-décembre du Medrol via son médecin traitant pour cette toux récalcitrante. Au niveau de son mode de vie, donc c'est une dame d'origine congolaise qui a voyagé au Congo la dernière fois de mai 2021 à mai 2022. Elle a une situation sociale assez précaire. Au niveau de ses antécédents, elle a fait la malaria à 2 reprises et elle a été traitée également pour une syphilis. Elle a fait une fausse couche et elle a 5 enfants en bonne santé, dont un a été traité pour une tuberculose il y a une dizaine d'années. Au niveau de son examen clinique, les paramètres sont plutôt bons. L'examen est assez normal, à part une hypoventilation au niveau de l'apex droit, l'auscultation cardio-pulmonaire. Et ses causes sont très, très douloureuses bilatéralement à la palpation, alors qu'au départ, elle se plaignait plutôt d'une douleur à droite. Donc, on commence par lui faire une prise de sang qui nous montre un syndrome inflammatoire assez important avec une CRP à 414, des globules blancs assez élevés à 18 900 après dominance neutrophile. Et elle a une petite insuffisance rénale aiguë dans ce contexte infectieux. Et puis, comme elle se plaint principalement de tout, on lui fait un scanner thoracique qui nous montre une grosse pneumonie excavée au niveau du lobe apical droit. Et il n'y a pas d'adénopathie. Au niveau de la microbiologie, on lui fait des hémocultures qui sont négatives. L'hému est négatif également. Il n'y a pas d'antigène Legionella et pneumocoque au niveau des urines. L'expectoration met en évidence un Klebsiella pneumoniae. À noter qu'à l'examen direct, les colonies sont assez rares, alors qu'on a une pneumonie qui est assez volumineuse d'un syndrome inflammatoire qui est vraiment majeur. Vu l'origine de la patiente et que c'est une pneumonie de l'apex, on fait quand même de principe un quantiféron et une intradermo qui sont négatifs et une expectoration à la recherche de BK. L'examen direct est négatif, mais à ce stade, la culture est toujours en cours. Donc, en résumé, on a une patiente qui présente des symptômes depuis le mois de novembre avec une toux sèche récalcitrante, des douleurs costales droites. Le médecin traitant lui prescrit du Medrol à la dose de 32 mg pendant une semaine avec ensuite un schéma dégressif. Donc, au final, elle a reçu pendant un mois de Medrol une dose cumulée de 500 mg quasiment, ce qui est assez important. Elle est considérée comme immunodéprimée. Il y a un scanner qui est réalisé fin décembre qui est strictement normal. Et puis, le 11 janvier, la patiente arrive aux urgences avec cette toux productive, ses douleurs, un gros syndrome inflammatoire. On met en évidence une pneumonie à Klebsiella pneumoniae qu'on commence par traiter avec du céfuroxime qu'elle reçoit pendant 7 jours. Alors, au départ, sur la courbe de CRP, on voit qu'elle répond plutôt bien. Et puis, vers le 5e jour d'antibiotiques, on ne comprend pas très bien parce qu'elle remonte sa CRP, elle refait de la température. Et donc, finalement, après 7 jours de céfuroxime, on décide de changer d'antibiotique et on passe à de la ceftriaxone et du Biclar qu'elle reçoit de nouveau pendant 7 jours. Là, elle répond plutôt bien. Cliniquement, elle s'améliore. Elle fait plus de température. Elle tousse moins. Elle évolue bien. La CRP diminue bien jusqu'à 60. Et donc, après 7 jours, on arrête les antibiotiques. Et là, à 48 heures de l'arrêt, la patiente refait de la température. Elle remonte sa CRP. Donc, on refait plusieurs prélèvements, des hémocultures, un ému. Tout revient négatif et vu la CRP qui continue à augmenter et l'état clinique de la patiente qui stagne, on décide de lui donner du tazocin de manière empirique qu'elle reçoit pendant 7 jours.
Mais comme vous voyez sur la courbe de CRP, il n'y a pas tellement d'évolution favorable puisque la CRP fait vraiment yo-yo entre 220 et 300. Est-ce que je peux intervenir une petite seconde? Bien sûr. Oui, non, c'est parce que je suis un peu surpris. Le traitement de Medrol pendant 1 mois, donc évidemment, vu son origine, le fait qu'un de ses enfants a fait une tuberculose et autres, bien sûr, on a pensé à une tuberculose en numéro 1. Quand même, après 1 mois de Medrol, avoir un CT thoraco-abdo normal, donc ça peut être fortement en défaveur de tuberculose qui aurait dû s'amplifier sous traitement de Medrol. Ça, c'est un point. Le deuxième point, OK, on l'hospitalise, on a une Klebsiella pneumoniae, c'est compatible évidemment avec l'imagerie qu'on retrouve. Hein. Ces Klebsiella peuvent donner exactement ce tableau-là. Et donc, le bon élément, je trouve, c'est que la ciproxime a eu l'air d'avoir un effet initial pendant quelques jours. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi, après quelques jours de ciproxime, le syndrome inflammatoire remonte. Donc, je veux dire, soit le ciproxime est actif sur la Klebsiella et alors tout va bien, mais alors il n'y a pas de raison qu'après 7 jours, cette Klebs devienne résistante. Là, ça je ne comprends pas bien l'évolution. Et donc, je me demande si en fait, il n'y a pas un autre germe, évidemment, que cette Klebsiella. Oui, mais c'est la question qu'on s'est posée, mais malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en évidence quoi que ce soit d'autre. Et bon, la patiente a répondu dans un premier temps sous ce traitement-là. Donc, OK. Moi, je suis un peu surpris aussi des douleurs bilatérales, alors que sa bronchopneumopathie est strictement unilatérale. Donc, c'est un peu curieux qu'il y ait des douleurs bilatérales. Amira a une question. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'au début, ça se passait bien avec le céfuroxime. Donc, il y a eu un relais Perros. Et je me demandais juste, est-ce qu'il y a eu autre chose qui a fait qu'on a prolongé son hospitalisation? on n'a pas fait de Perros, en fait, parce que c'est une dame qui n'avait pas de domicile, donc on cherchait une solution au niveau social. Et, et donc, on a gardé le traitement IV, surtout qu'ensuite, la CRP a fait un peu yo-yo. Donc, on a gardé en IV avant de réfléchir à une autre solution et de changer un peu ses films clairs. OK. Juste pour info, pour nous, le Medrol, c'était mi-décembre à mi-janvier. Elle en avait encore 48 heures avant d'être hospitalisée. Et donc, effectivement, les douleurs qui sont plutôt bilatérales, alors qu'on a une pneumonie droite, on a pensé un peu à un diagnostic différentiel, peut-être une pathologie au niveau de la colonne, etc. Mais on n'avait pas d'argument à ce stade-ci pour chercher plus à ce niveau-là. Et donc, par rapport à finalement ce syndrome inflammatoire et cette fièvre d'origine indéterminée, on a décidé d'arrêter le tazocin après 7 jours puisque visiblement ça ne fonctionnait pas. Et on a fait des examens complémentaires. On a commencé par refaire un scanner thoracique, cette fois-ci avec injection de produits de contraste pour exclure une embolie pulmonaire. On peut voir que le foyer de pneumonie a bien diminué quand même après le traitement antibiotique. On a également recherché une éventuelle endocardite, mais les échographies cardiaques étaient normales. Et on a demandé au radiologue de revoir les images du scan thoraco-abdo qu'il avait fait en décembre à la recherche d'une pathologie osseuse ou pleurale qui aurait pu entraîner une compression nerveuse, mais rien n'était mis en évidence sur cet examen-là. On a fait également plusieurs sérologies infectieuses. Le HIV est négatif, la syphilis était positive, mais ancienne, on savait déjà qu'elle avait été traitée. Toujours dans l'optique de la recherche d'une endocardite, éventuellement hémoculture négative, on a fait les sérologies Coxiella, Bartonella, Borrelia, Brucella qui sont toutes revenues négatives. On a également fait de nombreux prélèvements microbiologiques. Les hémocultures ont toutes été négatives, les expectos négatives également, y compris pour le BK. Le LBA était négatif, la PCR-BK était indétectable. À un moment donné, la patiente en fait était tellement douloureuse qu'elle a dû recevoir des morphiniques. Et à un moment donné, elle a été un petit peu confuse. Et donc, c'était probablement sur morphinique. Mais pour être sûr, on a quand même fait une ponction lombaire à notre patiente qui s'est révélée négative également. On a fait une recherche de BK et une sérologie syphilis sur l'APL et c'était négatif. Et on n'a pas mis en évidence de parasites sanguins au niveau du fruit. Ensuite, on a recherché également une pathologie auto-immune. On a dosé les ANCA qui étaient négatifs. Le facteur rhumatoïde est discrètement augmenté à 15
et les anti-CCT sont négatifs et il n'y a pas de déficit du complément. Et enfin, on a cherché une pathologie peut-être hématologique, mais donc on n'a pas mis en évidence de déficit en immunoglobuline. Le typage lymphocytaire était normal, l'électrophorèse des protéines plasmatiques était normale également. Les urines n'ont pas mis en évidence de protéines de Venn-Jones, il y avait juste une macroalbuminurie. Et on a fait aussi une ponction médulaire à notre patiente qui montre juste une moelle réactionnelle dans le contexte inflammatoire avec une dysplasie de la lignée myélonique. Et donc, finalement, comme on avait quand même l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de cette colonne, on a suspecté une spondylolycite. Donc, on a fait une IRM de la colonne le 10 février, qui, dans un premier temps, nous est protocolée comme une spondylodyscarthrose pluriétagée, sans signe de spondylolycite, sans signe de compression nerveuse, avec des disques intervertébraux qui sont préservés. Et puis, dans la suite du bilan, la patiente a eu un PET scan le 13 février, qui cette fois-ci nous montre vraiment des foyers d'hyperactivité pluriétagée au niveau de la colonne, surtout thoracique, mais aussi un petit peu au niveau cervical, avec un foyer hypermétabolique au niveau pleuropulmonaire apical droit. Et donc, le radiologue nous pose la question d'un mal de Potte, finalement. On ne comprend pas très bien la discordance entre ce PET scan et l'IRM qui avait été faite 3 jours avant. Donc, on a revu les images de l'IRM en ayant les informations complémentaires du PET scan. Et à ce moment-là, on trouve que finalement, les anomalies qui étaient visualisées sur l'IRM sont compatibles avec une atteinte infectieuse. Mais donc, voilà, sans connexion périvertébrale, sans extension intracanalaire. Donc, on est parti sur l'optique d'une tuberculose à ce moment-là, en essayant au maximum de documenter. Donc, on a revu toutes les expectorations. Les cultures étaient toujours négatives, sachant que le délai d'incubation de 8 semaines n'était pas encore atteint, mais en tout cas, c'était négatif à ce stade. On a fait un LBA également, qui est resté négatif, avec une PCR-BK indétectable. La ponction lombaire qu'on avait déjà faite était négative. On a fait des hémocultures sur BACTEC qui sont venues négatives. On a discuté de faire une biopsie osseuse au niveau de la colonne thoracique, mais finalement, ça n'a pas été fait, parce que c'est un geste quand même assez invasif. La pneumologue a fait une biopsie pulmonaire transbronchique, mais finalement, le prélèvement a malheureusement été perdu. Et finalement, avec les radiologues interventionnels, on a fait une biopsie au niveau pulmonaire en transthoracique. L'examen direct et la culture BK sont revenus négatifs, mais le volume n'était pas suffisant pour faire une PCR. Il faut peut-être rajouter aussi ce que tu avais montré au départ, c'est que le quantiferron était négatif. Oui, le quantiferron était négatif. Oui, le quantiferron est négatif et j'ajoute aussi qu'il y a quand même biologiquement une réponse lors de la prise de céphalosporine, qui est un autre argument contre une origine tuberculeuse. En fait, avec tout ce staging qui a été fait, il n'y a absolument rien du tout pour une tuberculose, si ce n'est l'origine de la patiente. Oui, et le PET scan, mais j'y viens en fait sur la dia suivante. Donc finalement, si on pèse le pour et le contre voilà. Tuberculose, donc en faveur d'une tuberculose, on a effectivement le fait que la patiente vient d'un pays endémique et qu'elle y a voyagé récemment. La précarité sociale, c'est aussi un facteur de risque. La pneumonie, ça a montré un Klebsiella, mais c'était quand même une pneumonie apicale droite. Elle a présenté quand même des épisodes de fièvre et de subpérexie pendant longtemps, malgré une antibio efficace contre le seul germe qui a été identifié. Elle a pris du médrol pendant 1 mois avec une péjoration clinique et on a eu un PET scan et une IRM qui sont compatibles. Maintenant, en défaveur, c'est qu'effectivement, on n'a aucun prélèvement qui est revenu positif. Le quantiferron et l'intradermaux sont négatifs et le scanner du mois de décembre était strictement normal. Mais donc, finalement, avec tous ces éléments, on a quand même démarré une quadrithérapie le 24 février. Et donc ça, c'est le PET scan après 4 semaines de traitement. On voit quand même qu'il y a une nette régression de l'hyperactivité au niveau de la colonne et au niveau pulmonaire. Et puis à droite, il y a la courbe de CRP après 8 semaines de traitement. On arrive à une normalisation du syndrome inflammatoire après 8 semaines.
Et donc finalement, quand on fait le bilan après tout ça, ben, la patiente sous traitement, elle a une nette diminution des douleurs, elle est nettement mieux cliniquement. On normalise enfin son syndrome inflammatoire, elle n'a pas de toxicité, notamment hépatique, de ces traitements antituberculeux, et le PET scan montre une amélioration. Et donc après 8 semaines, on passe à une bithérapie. Et donc, pour la suite, j'ai fait un petit point théorique sur les tuberculoses ostéo-articulaires. Je vais parler un peu plus. Jean, est-ce que tu me fais un petit tour de table pour voir si les gens sont convaincus qu'il s'agit d'une tuberculose? Il y a une question d'Alain Soupard. Oui, c'est ça. Mais la réponse avait été donnée. Je pense que les chirurgiens orthopédiques, d'après ce que j'ai vu, n'étaient pas chauds pour aller faire une biopsie. Moi, ce qui me dérange effectivement fort, c'est que avec tous ces examens, toutes ces recherches approfondies, hormis la biopsie, tout est négatif et on se dit, mais c'est quand même une tuberculose. Alors, je vais être un peu provocateur, mais la prochaine fois, peut-être qu'il ne faut pas faire ces examens en se disant, tiens, elle a passé un an dans un pays à risque, elle est à risque, traitons comme une tuberculose sans perdre de temps. C'est très provocateur, hein, je sais bien. C'est ce qu'ils auraient probablement fait en Afrique. Hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, sûrement. L'intérêt d'avoir un prélèvement, c'est quand même d'avoir la preuve bactériologique, mais d'avoir aussi un antibiogramme. Oui, et puis d'avoir quand même un élément vraiment en faveur, d'avoir une endotomopathologie, de voir des granulomes avec du caséum. Enfin, oui. Mais donc, malheureusement, on n'a pas réussi. La biopsie qui avait été faite au niveau pulmonaire a été perdue. C'est assez dommage. Oui, j'allais poser la question suivante. Est-ce que le fait d'avoir été sous Médrol peut expliquer, je dirais, une négativation des tests sanguins? Parce que c'est quand même très interpellant. Tout est négatif, mais la réponse clinique, elle est évidente. Donc, comment expliquer cela? Ça peut favoriser un faux négatif au niveau du quantiferon, oui. Oui, peut-être, mais d'un autre côté, moi, ce que je ne m'explique pas quand même, c'est qu'une tuberculose pulmonaire et osseuse, OK, après un mois de corticothérapie, je suis quand même très surpris qu'on ait un scanner thoraco-abdo normal, alors que cette maladie tuberculeuse aurait quand même dû plutôt croître et embellir grâce à la cortisone. C'est quand même surprenant. Juste pour information, donc c'est Héloïse en maladie infectieuse. Les corticoïdes ont été commencés entre la mi-décembre et la fin décembre et non pas début décembre. Et donc, effectivement, quand on a fait le premier scanner thoraco-abdo extérieur du 27 décembre, madame n'avait pas plus que 14 jours de corticoïdes dans son traitement en administration. Et par ailleurs, ça n'avait pas du tout eu d'impact favorable sur le côté inflammatoire qui est décrit à la résonance magnétique. Après 14 jours de haute dose de corticoïdes, ces douleurs bilatérales thoraciques auraient dû s'améliorer, or ce n'était pas du tout le cas. Ce qui plaidait déjà contre une interprétation de la résonance magnétique comme étant uniquement quelque chose d'arthrose inflammatoire. Et par ailleurs, il est vrai que 99%, la valeur prédictive négative, comme le docteur Kogan le dit souvent, est excellente. En effet, elle est de l'ordre de 99%. En Belgique, on a 96% de tuberculose sensible, mais chez madame, on peut pas garantir que ce soit une tuberculose belge, qu'elle n'est pas quelque chose de plus résistant, éventuellement d'origine Afrique. Et le quantiferon négatif est vraiment négatif par contre parce que le tube contrôle était comme il doit l'être en cas d'un contrôle interprétable. Et donc, le quantiferon de début janvier est parfaitement négatif et là, il est confirmé négatif. On l'a retesté après dans l'hypothèse où ça pouvait avoir un impact, la corticothérapie, mais j'ai rappelé Cienzano et ils m'ont dit qu'en gros, si le tube contrôle était normal, la réponse négative était un vrai négatif, ce qui peut éventuellement rendre un tube contrôle faussement, donc ininterprétable, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de lymphocytes ou qu'il soit insuffisamment actif, ce qui n'était pas le cas chez madame. OK, merci. Et donc, pour le point un petit peu plus théorique, je vais commencer par parler du mal de Pott. Donc, il a été décrit par la première fois par Percival Pott en 1779. Les mal de Pott représentent 1 à 3% des tuberculoses totales et c'est la forme la plus fréquente de tuberculose extrapulmonaire.
Seulement 50% des patients ont une atteinte pulmonaire simultanée. Donc, en fait, notre patiente, elle avait une pneumonie, mais pas forcément une pneumonie tuberculeuse. Je pense qu'elle avait juste ces douleurs dorsales qui ont mal évolué sous métropole et la pneumonie a été finalement une sorte de conséquence. Elle a hypoventilé, elle s'est surinfectée à ce niveau-là. Ça touche principalement la colonne thoracique et la colonne lombaire et c'est une forme assez sévère puisqu'elle provoque vraiment une destruction vertébrale. Au niveau de la physiopathologie, ça peut résulter d'une primo-infection, mais le plus souvent, c'est secondaire à la réactivation d'une tuberculose pulmonaire ou lymphatique. Et donc, la dissémination se fait par voie hématogène. On a d'abord une infection de la portion centrale et antérieure des corps vertébraux avec la formation d'abcès froids intra-osseux, détassement et une destruction des vertèbres qui va entraîner une syphose avec une conservation des disques jusqu'à un stade assez tardif. Et donc, ça va entraîner une compression médulaire et des séquelles neurologiques. Et comme la réaction inflammatoire est assez faible et lente, il y a une dissémination qui se fait aux autres vertèbres. Donc, les manifestations cliniques, c'est souvent une évolution assez indolente qui se fait sur des mois, voire des années. La durée moyenne d'apparition des symptômes est de 1 an. Les symptômes généraux qui sont la perte de poids, la fatigue, la pyrexie, les sueurs nocturnes, des douleurs généralisées peuvent être absents. Et les douleurs axiales dans la région touchée sont d'intensité très, très variable. Et donc, ça peut provoquer des déficits neurologiques. Au niveau sensitif, c'est des symptômes qui apparaissent assez tôt, avant la difformité de la colonne. Et les symptômes moteurs apparaissent jusque dans 30% des cas, et cela, par contre, sont secondaires à la compression de la moelle qui survient plus tardivement. Donc, sur en pathologie, on a des caractéristiques évocatrices qui nous font suspecter le diagnostic. D'abord, l'atteinte pluriétagée. La coupe sagittale totale est utile pour détecter les lésions contiguës qui concernent 16% des patients. On a la formation d'abcès intra-osseux et parascléraux avec des calcifications. Les disques intervertébraux donc, sont conservés jusqu'au stade tardif. Et donc, on a ensuite des effondrements des corps vertébraux, d'abord sur la portion antérieure, avec une déformation en syphose, comme on peut voir sur les images juste en dessous. À savoir que quand on débute un traitement, on peut avoir une péjoration clinique pendant 6 mois après le début du traitement. L'IRM est assez sensible puisque sa sensibilité est de 96% et le PET scan est utile pour détecter les sites de maladies actives, les sites possibles de biopsie et poursuivre la réponse au traitement. Pour le diagnostic, donc l'imagerie suggère le diagnostic, mais idéalement, il doit être confirmé par des prélèvements. Donc les biopsies, comme on l'a dit tout à l'heure, permettent d'obtenir une culture positive pour un diagnostic de certitude et de donner un antibiogramme. La PCR est assez sensible et spécifique et on peut mettre aussi en évidence des granulomes gigantocellulaires. Les hémocultures sur Bactec sont utiles également et le quantiferon est négatif jusque dans 50% des cas de tuberculose extrapulmonaire. Ici, j'ai rajouté une petite dia justement par rapport à la sensibilité, à la spécificité du quantiferon. Donc, juste pour rappel, un quantiferon positif, ça reflète juste une exposition au BK, mais donc ça ne distingue pas une tuberculose active ou latente ou une vaccination. Et donc, en fait, il n'est pas du tout recommandé de le faire dans des régions endémiques parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit positif et on ne sait pas comment l'interpréter à ce moment-là. Et les causes de faux négatives sont les tuberculoses extrapulmonaires, le fait d'être immunosupprimé par un traitement par glucocorticoïde ou par anti-TNF, ou les patients qui sont atteints d'un HIV simultané. Le traitement antituberculeux, la sarcoïdose provoque aussi une allergie tuberculinique et le tabac et le diabète sont aussi des facteurs. Au niveau du traitement du mal de Pot, la durée totale, c'est au moins 9-12 mois. On commence par une phase d'induction avec 8 semaines de quadrithérapie. Ensuite, on passe à une bithérapie pendant 28 à 36 semaines. Et les douleurs et les déficits neurologiques se résolvent généralement en 3 mois. Il faut évidemment bien suivre les effets secondaires potentiels des traitements et des interactions médicamenteuses. Et la chirurgie est indiquée dans les cas de difformités sévères, de déficits neurologiques, quand il y a un abcès qui est trop volumineux ou pour faire une biopsie si ce n'est pas accessible en radiologie interventionnelle. Ici, c'est juste une dia sur les autres atteintes ostéo-articulaires qui sont plus rares. Donc, l'arthrite, c'est la deuxième manifestation la plus fréquente. C'est souvent une monoarthrite d'une grosse articulation comme la hanche ou le genou. Et elle survient par dissémination hématogène ou bien suite à une ostéomyélite. L'ostéomyélite, c'est souvent une atteinte unifocale, donc au niveau du fémur, du tibia ou bien des métacarpiens, des métatarsiens, des phalanges. La ténosynovite, c'est extrêmement rare et elle touche plutôt les tendons fléchisseurs.
Et l'arthrite réactionnelle, ça peut survenir suite au BCG intravésical dans le cadre du traitement de la néoplasie vésicale. Et donc, en conclusion, les tuberculoses extrapulmonaires sont une cause fréquente de fièvre d'origine indéterminée. La présentation clinique peut être insidieuse. L'IRM et le PET scan ont une place importante pour le diagnostic. La biopsie est recommandée pour confirmer le diagnostic et obtenir un antibiogramme. Le traitement médical suffit souvent, mais il y a parfois des indications chirurgicales et le pronostic est bon, même en cas d'atteinte neurologique sévère. Ça, c'est ma bibliographie et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a une ou deux questions. Amira, tiens. Donc, une petite question, juste savoir pourquoi finalement on n'a pas fait... Je sais que c'est invasif la biopsie, mais c'était quoi l'argument des orthos? Pourquoi là, il n'y avait pas d'indication pour eux? Mais en fait, on avait le poumon qui était plus accessible et donc on a décidé finalement de faire la biopsie au niveau pulmonaire. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Mais voilà, vu le geste invasif et la possibilité de biopsie ailleurs, ils n'ont préféré pas y toucher. Oui, moi j'ai quand même un petit commentaire sur est-ce que cette pneumopathie était tuberculeuse ou pas? Moi, je ne crois pas. Non, pour moi, elle avait ces douleurs au niveau de la colonne et des côtes qui ont entraîné une hypoventilation et de là, elle s'est surinfectée et on a mis en évidence la pneumonie à Klebsiella, mais je ne pense pas du tout qu'il y avait une atteinte tuberculeuse. Tout à fait. Encore une question? Oui, peut-être, je suis assez d'accord avec toi avec la remarque de Jean. Je pense qu'effectivement, la première partie était probablement une pneumopathie à Klebsiella. Et puis, c'était finalement sous l'effet de la corticothérapie qu'il y a eu une exacerbation de la problématique tuberculeuse. L'autre point que je trouve intéressant dans la présentation, c'est de relever quand même tous les éléments de sensibilité non optimale. Et donc, ça permet de rappeler qu'elle a souvent plus affaire à une affection que l'on connaît, mais qui se présente de façon inhabituelle, plutôt qu'une affection qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, la probabilité a priori, compte tenu de l'origine de la patiente, était un élément important à retenir. Et je trouve que Charlotte a vraiment bien mis en évidence ces différents éléments. Voilà, oui, j'avais encore une question et un commentaire. La question, c'est finalement, comment explique-t-on les douleurs costales contralatérales? Parce que le PET scan ne montrait pas de raison très objective qu'elle est mal à droite ou à gauche, enfin, contralatérale par rapport à la pneumonie. Ça, c'est la question. Et le commentaire, c'était finalement que les radiologues mieux ou bien informés ont finalement revu leur diagnostic sur l'IRM. Et donc, c'est important, je dirais, de questionner avec des critères cliniques la pertinence et l'attention du radiologue dans un protocole. Oui, c'est pour ça que quand on demande un PET, c'est très utile et très important de rappeler les examens qui ont été faits récemment pour qu'ils puissent le comparer ou tenir compte de ce résultat-là. Ça, c'est clair. Question, si elle n'était pas congolaise, on aurait eu la même démarche et on aurait commencé une quadrithérapie ou on aurait continué à chercher autre chose? Il ne faut pas répondre, hein, mais c'est surprenant. Est-ce qu'on n'aurait pas quand même été alors jusqu'à la biopsie osseuse pour avoir une certitude? Et quand j'avais résumé à plusieurs reprises dans le dossier l'attitude et pourquoi est-ce qu'on avait fait ça, et j'avais à un moment précisé, bon, quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre. Clairement, au niveau microbiologique, on n'avait jamais rien. Mais par contre, au niveau épidémiologique, on avait plus que juste le voyage et l'origine de madame. Il y avait aussi le fait qu'elle faisait du hopping, hop-off entre ses différents amis qui voulaient bien l'accepter. Donc, elle était plus ou moins SDF, même si elle ne vivait pas dans la rue. Elle avait des épisodes de température, elle avait pris des corticoïdes et son enfant a fait une tuberculose quelques années plus tôt. Donc, elle avait probablement été en contact avec la tuberculose. Ah ouais. OK. Superbe cas. La tuberculose est quand même très souvent piégeante, hein?
Oui, moi, je dois avouer que j'ai vraiment ramé avec Charlotte jusqu'au 13 février, en fait, pendant un bon mois avant de finalement aboutir à cette décision de débuter la quadrithérapie. On en a parlé avec plusieurs autres personnes afin de faire du brainstorming et finalement, il n'y avait pas de meilleures idées qui étaient identifiées. Donc, c'est finalement un peu cette patiente qui, entre le 11 janvier et la dernière date, n'avait jamais été en dessous de 100 de CRP. Donc, que ce soit avec ou sans traitement antibiotique, elle n'avait jamais évolué correctement. Et moi, je me demande si l'évolution favorable sous ceftriaxone et biclar n'était pas plus liée au biclar qu'à la ceftriaxone. L'autre point, pour se faire un vocabulaire, la quadrithérapie, il y a notamment la rifampicine avec un spectre quand même qui va largement au-delà du BK. Et donc, est-ce que vous avez envisagé qu'il aurait pu s'agir éventuellement d'une autre atteinte bactérienne au niveau osteo-articulaire qui aurait répondu à la rifampicine? Oui. Et maintenant, en fait, maintenant qu'elle est sous bithérapie, l'évolution reste favorable. On est passé à une thérapie il y a une semaine. Parce que le son est assez mauvais. On est sous bithérapie seulement depuis une dizaine de jours. Donc, mais la patiente a enfin pu quitter l'hôpital et il y a évidemment un suivi extérieur qui est prévu. Elle est compliante. En tout cas, oui, je pense bien. Je ne mettrai pas ma main coupée, mais c'est une patiente qui a tendance à faire ce qu'on lui dit de faire, notamment prendre du Medrol pendant un mois. J'ai pas très bien compris pourquoi on a laissé du Medrol aussi. Mais nous non plus, et le médecin traitant, la patiente n'était pas sûre de son nom de famille ou de son prénom, et donc je n'ai pas pu le contacter pour avoir plus d'explications. Mais donc, au total, comme Charlotte l'a bien signalé, c'était quand même presque 500 mg de méthylprénisolone en dose cumulée sur un mois, donc c'est effectivement non négligeable. Et si de temps en temps on met des corticoïdes dans les toux sèches irritatives, on ne met jamais ça pendant un mois. Donc je n'ai pas d'explication. Mais je suis curieuse de savoir si vous auriez eu une autre attitude le 24 février que de débuter la quadrithérapie. J'aurais bien aimé savoir ce que vous auriez fait. Non, je pense que c'est dans une approche bayésienne, ça me paraissait cohérent. Bon, maintenant, il y a un ancien professeur de pneumologie qui aimait dire il n'y a pas de tuberculose sans BK. Ceci pourrait insister sur le fait qu'il est vraiment important d'essayer de le documenter. Peut-être que j'aurais poussé les orthopédistes dans leur dernier retranchement pour faire un prélèvement et être vraiment sûr qu'il s'agissait de ce germe-là. Bon, voilà. In fine, l'important, c'est que la patiente va bien. Alors, à mon tour de faire l'avocat du diable, si la biopsie de colonne n'avait rien montré, qu'est-ce que vous auriez fait? N'avait confirmé ni un autre pathogène, ni le BK. À ce moment-là, c'est une autre histoire. Hein.